Salut les gars. Salut, bonsoir. Comment ça va? Salut Manuel, salut Léo. Ça va Manuel? Ça va très bien et vous? Ah bah ça va très bien, Manuel est très content de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude. Je suis ravi. Alors, restez jusqu'à la fin du podcast parce que au vu de certains trucs que je vais balancer dans le podcast, je pense que l'état de Manuel ne va faire que s'aggraver. C'est-à-dire, tu trouves qu'il va pas bien là? Oh, je sais pas, mais attends, on réessaie. Attends, je Bonsoir, prends Manuel. le pouls. Comment tu vas Manuel? Oh putain la vache. Je suis au top. Il est à 12 battements par minute, je sais pas si c'est vrai, si c'est bon ça. Les gars, est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous avez pris le temps Alors, j'aimerais dire un truc avant qu'on commence. avant qu'on commence? Aujourd'hui est un jour historique. Parce que Romain a préparé un sujet. Et nous n'allons pas parler de ce sujet. Le mec, la deuxième fois. Non, je déconne, vas-y, introduis ton sujet. Ils m'ont fait le coup lors du dernier podcast. Si vous l'avez pas encore écouté, allez-y. On a parlé de la difficulté. L'importance de se mettre en difficulté, ouais. Voilà. Et on s'est mis en difficulté. Enfin, tu nous as mis en difficulté. C'est-à-dire qu'on a dû regarder Romain dans les yeux pendant 1 heure. Ce qui, si vous l'avez déjà vu en vidéo, est assez difficile. Bon, est-ce que vous avez vu la dernière émission qui est passée sur France 2, complément d'enquête, qui parle des influenceurs, des arnaques, de la télé-réalité, enfin tout ce que le grand public et la ménagère aujourd'hui caractérisent comme de l'influence? C'est pas un sujet M6 ça? Et non. Pourquoi la ménagère? Tu crois que la ménagère, elle connaît le mot influence? Ben, le problème c'est ça, c'est La qu'en ménagère, le mot influence, pour elle, c'est de la drogue. Donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas vu, France 2 a sorti un complément d'enquête de 55 minutes qui est consacré au métier de l'influence. Ouais. Et c'est bien ça le problème, c'est que les gens qui n'y connaissent rien, moi je pense même à mes grands-parents, tu vois, qui me posent encore une fois la question après 10 ans à Noël, mais alors je comprends pas, tu vends à des marques, etc. Et bien quand ils tombent sur France 2 à 21h, et bien... Bah, ils te déshéritent. c'est un peu ça. On commence juste par l'intro de l'émission, si ça vous va. Moi j'ai pas vu l'émission. Moi non plus, je l'ai pas vu, j'ai vu des extraits. Voilà, moi j'ai même pas vu des extraits. Eh ben, vous allez pas être déçus. Ils sont devenus des stars du jour au lendemain en se clashant dans des émissions de télé. Puis ils ont fait fortune en vendant leur soudaine notoriété. Plusieurs influenceurs de la télé-réalité ont accepté de nous montrer leur quotidien au programme, réseaux sociaux, paillettes et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est pas faux. C'est pas faux. Alors, Tout est vrai dans cette intro. ouais, mais il y a un truc qui me rassure déjà, on parle des influenceurs de la télé-réalité. Ouais, ça c'est rare. C'est Et- vrai. Par contre, ils disent pas qu'ils se font chier dans la bouche. Oui, alors ça c'est une autre anecdote. Tu as regardé un autre reportage, Manuel, mais ceci dit c'est vrai. Hein. En fait, ce qui est vraiment compliqué, c'est que toutes les mécaniques qu'ils vont expliquer dans ce reportage, elles peuvent être vraiment similaires pour des gens qui connaissent pas du tout notre métier, puisque Léo et moi, et j'ai même envie de dire Manuel, puisque Manuel aussi, tu as été ou tu es en partie un influenceur, Manuel. Ton LinkedIn est plutôt influent. C'est vrai. Vous savez combien de personnes a Manuel sur LinkedIn? Combien? C'est plus de 12? Moi j'en ai 12. 10 000? Plus de 10 000 personnes. Et Alors, c'est pas ça qui m'a choqué. Je t'arrête tout de suite parce qu'il n'y a pas 10 000 personnes sur LinkedIn. Pas mal, pas mal. Le truc qui m'a choqué, c'est que une fois j'ai demandé à Manuel, mais je comprends pas, LinkedIn, moi j'ai beau ajouter des gens, tous les gens que j'ai en connexion et tout, il m'a coupé la parole et il m'a dit non mais attends qu'on soit clair Romain, toutes les personnes que j'ai sur LinkedIn, je leur ai au moins toutes parlé une fois de vive voix. Oui, c'est vrai. Et là j'étais en mode wow, c'est pas les mêmes influenceurs que la Mais télé-réalité parce tout que- ça. Hein. Parce que Non. ce qu'il t'a pas précisé, c'est qu'il fait partie du groupe LinkedIn, donc il va à tous les événements LinkedIn. Donc son réseau social n'est composé que de gens qui sont inscrits sur LinkedIn. C'est faux. Non, moi je suis pas du tout influenceur, je fais du business et je suis connecté avec les gens avec qui j'ai déjà parlé et qui, je pense, ont un intérêt. Sinon, je suis pas connecté avec eux. Ce que je voulais, en tout cas dans ce podcast, c'est qu'on explique à la fois les dangerosités des réseaux sociaux, à quel point on peut les utiliser mal, mais à quel point on peut aussi faire des choses super, comme on essaie de faire en tout cas, parce que moi je suis personne pour dire on fait des trucs géniaux et eux sont pourris. Non, mais Bah, déjà, surtout on va recentrer. C'est-à-dire que ce qui est gênant pour une grande chaîne du service public, c'est de démarrer un sujet sur les influenceurs en parlant de la télé-réalité. Moi, je trouve ça dérangeant. Oh, j'adore parce qu'on va pas être d'accord, mais tous les trois, je pense, dans ce podcast. Bah, tant mieux.
Et je sais pas, quand t'es une chaîne de télé, alors en même temps, chaque fois que tu connais bien un sujet, je sais pas si c'est un truc, ça vous le fait. Quand tu connais très très bien un sujet et que tu vois les médias en parler, C'est compliqué. tu te dis, ouf. Je me mets à la place de HR qu'on a parlé de crypto. C'est pas fou, quoi. Bah. Tu vois toutes les imperfections, tu vois toutes les. Alors je comprends qu'il faut que le sujet parle au plus grand nombre, que c'est une heure de grande écoute et qu'on peut pas faire un truc d'expert. Je comprends très bien. Mais quand tu connais un tout petit peu un sujet, tu te dis merde, c'est plein d'imperfections. Alors imagine ce que tu dois penser de tous les autres sujets que tu connais pas quand tu les écoutes. Tu as vois le syndrome du médecin qui regarde Dr House. C'est un peu ça. C'est possible, je ne suis ni médecin et, Bah, je t'assure que je Dr ne House, regarde pas Dr House. Il dit pas que des trucs vrais. Oui, bah ça, j'imagine. C'est comme les hackers dans les films avec les développeurs. Ouais. Alors non, l'écran est pas vert et noir, non. Attends, je rentre dans la Matrix. C'est surtout que c'est même pas à cause de la télé ou juste d'un média grand public, parce que je prends exemple, j'ai eu la chance de participer à un 7 à 8. C'était une chance à l'époque parce que j'ai démarré ma chaîne YouTube et 7 à 8 m'avait suivi jusqu'à Londres. Non, c'est faux. C'est faux. C'était un 5 à 7, ça n'a rien à voir. Pas mal, bien. Elle est pas mal celle-là. J'aime bien. Bonne vitesse, bonne vanne. Je dirais 9 Et sur 10. t'étais filmé, c'est ça qui est inquiétant. Voilà. Et pour autant, le sujet était bien parce qu'il mettait à la fois en lumière le travail et ce qu'on faisait, mais à la fois aussi les doutes parce qu'ils nous ont posé la question de se dire mais vous êtes payé, comment est-ce que ça se passe quand vous êtes payé, c'est quoi la limite avec la marque et le jugement authentique, etc. Donc il y a déjà eu des bonnes émissions qui ont parlé de création et d'influence. Léo, il est mort de rire. Non, je suis désolé. Parce que j'ai une vanne, mais elle arrive beaucoup trop tard, mais elle me fait beaucoup rire. Bah vas-y, on sait. Je peux la faire quand même. Et Oui. Thomas, tu la mets au montage, tu la mets plutôt. Non, Thomas, tu la laisses. Moi, j'ai eu la chance à Noël d'avoir un 7 à 8. Ce podcast devient n'importe quoi en fait. Les gars, on enchaîne avec le type de sponsorisation, donc des contenus payés par des marques que la télé-réalité et ses influenceurs font. Ça va vous faire marrer. Sur un TikTok comme ça, sachant que j'ai 1,4 million d'abonnés, on est rémunéré entre 1 500 et 3 000 euros le TikTok. Le couple n'en dira pas plus sur ses revenus, mais fait parfois 3 placements de produits par jour. Et c'est une danse, le contenu. Alors oui, en fait, cette personne porte un maillot et fait juste une danse sur TikTok. Et donc, Mais si une marque a décidé que ça valait le coup, j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que des marques décident d'associer leur image à ce genre de choses en fait. Si c'est leur stratégie et s'ils considèrent que c'est ce qui sert le mieux la marque, eh ben en fait, ça s'appelle le capitalisme en fait. À un moment donné, si les gens adhèrent, ben, ils font des ventes et la société est en bonne forme et continue de se développer. Et si les gens n'adhèrent pas à cette façon de promouvoir la marque et de promouvoir les produits, eh bien la société va pas bien et elle finit par disparaître. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de question de morale dans cette affaire. Il y a d'un côté des gens qui agrègent des communautés, qui proposent une façon de mettre en scène un produit, et des marques qui acceptent d'être associées à ça et de payer une valeur X pour être associées à ça. Maintenant, c'est la différence entre des marques qui sont gérées à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et heureusement, toutes les marques ne sont pas gérées de la même façon. Il y a des marques qui n'en ont rien à foutre, qui font du quick and dirty et qui disent envoie du fric. De toute façon, ce qu'il nous faut, c'est du sell-out le plus rapide possible. Je suis pas sûr que ces marques soient encore là dans 20 ans. Et c'est ce qui fait la différence entre des marques respectables et d'autres, en fait, de mon point de vue. Mais ce n'est que ma moralité de communicant, où nous, on conseille des marques depuis plus de 20 ans, et on les pousse jamais dans cette approche-là. Je pense pas que ce soit la meilleure approche pour une marque. Après, je comprends que ça puisse être utile à certains moments de façon tactique, sporadique, pour certaines d'entre elles. Je suis d'accord avec toi. En revanche, c'est là que ça devient immoral en général, c'est que c'est pas que ces marques seront plus là dans 20 ans, c'est que pour la plupart, elles seront plus là dans 20 jours. Oui. Parce que c'est du dropshipping et que pour faire appel à ce genre d'influenceurs, je pense que dans 80% des cas, t'as pris un truc sur AliExpress, tu fais une page vite fait que tu supprimeras dans un mois et puis terminé. tu peux rappeler juste rapidement le dropshipping parce que les gens, et j'entends beaucoup sur internet me dire
tout est du dropshipping. Quand Carrefour achète un petit producteur le lait à tel euro et qu'il le revend x10, en fait, on peut considérer que c'est du dropshipping. Tu pourrais aller l'acheter chez le producteur. Alors, pas du tout ça. Alors ces gens sont complètement cons déjà parce qu'ils oublient les coopératives, etc. Enfin, tout un tas d'autres intermédiaires. La gestion des stocks, enfin tout ça. Absolument indispensable. Voilà. Mais bon, bref. Le dropshipping, c'est moi demain, je vois un produit que je trouve cool sur AliExpress qui coûte 2 euros. Je crée un site qui est connecté à AliExpress, j'ai aucun stock, je gère rien, je gère même pas les ventes, etc. C'est un plugin qui gère tout ça, et quand tu viens sur mon site, ça coûte en général 4-5 fois plus cher, et en fait ça passe commande directement chez AliExpress. Et donc c'est ces marques-là qui, juste pour faire de la marge pure et du bénéf sur du très court terme, c'est une vitrine, sont prêtes à payer des milliers d'euros comme ça pour juste avoir des postes qui se succèdent et essayer de toucher le max de monde et d'enfumer le max de pour monde. vendre des faux AirPods. Mais moi, ce qui me pose un problème, c'est pas tellement les marques qui s'associent à tout ça. Ce qui me pose un problème, c'est qu'elles s'associent à des gens qui n'ont aucune compétence. Leur seule compétence, c'est qui n'en est pas une d'ailleurs, c'est plutôt un état qu'une compétence, c'est leur niveau de notoriété. Donc, en fait, elles louent de l'espace sur des antennes puissantes qui touchent plein de gens, que plein de gens écoutent. Mais il n'y a aucune forme de compétence. Et ça n'a aucun rapport avec de véritables campagnes d'association d'images avec des créateurs, où certaines marques viennent chercher chez des créateurs une légitimité, le fait d'être associé à l'expertise de ce créateur, parce que ça va les aider à communiquer et à véhiculer leur message. Et quand tu prends le champ de la télé-réalité, pour la majorité d'entre eux, leur seul fait d'armes, c'est d'être connu, et rien d'autre que ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'on vend à des générations entières que le fait d'être connu suffit à gagner de l'argent. Et on oublie de leur raconter que les premières générations de la télé-réalité, je te mets au défi de les citer, elles sont plus là, en fait. Ça n'existe plus. On voit dans quel état elle est. Mais voilà, c'est ça qui me catastrophe le plus, c'est que on voit véritablement des gens arriver sur le marché en disant « je veux être connu, je veux être connu, je veux être connu ». Et ça m'exaspère. T'avais autre chose à rajouter, Léo ? Ouais, j'allais dire « je veux être connu ». Ta gueule. Okay. Écoute, il fallait que tu naisses dans la bonne famille parce que je l'ai la prochaine génération. Et pour gagner plus, il faut s'exposer plus. À 7 mois, Luca, le fils de Nina et Alex, a déjà son compte sur les réseaux sociaux, avec 42 000 abonnés. Après, à 7 mois, si t'as pas ton compte sur Insta... t'as raté ta vie. Si t'es pas en train de faire du business en vendant les derniers jouets Toys R Us, au bout d'un moment, qu'est-ce que t'attends, quoi ? C'est ça. Jacques Séguéla, on pense à toi. C'est une honte. Ça, c'est dur. En fait, c'est très simple. Je pense qu'on peut faire une loi contre ça. Et d'ailleurs, elle existe aujourd'hui. Il faut déclarer, etc. parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes en France. Exactement. Si tu monétises des mineurs, il faut tout simplement les déclarer. L'argent ne te revient pas complètement, etc. en tant que parent. Mais moi, j'aimerais bien qu'on puisse pas, qu'on n'ait pas le droit de poster des contenus de son enfant avant un certain âge, en fait. Juste, tu fais pas un compte Insta pour un bébé, même si tu fais pas de thunes dessus. On en parlera juste après, parce que ce qui va être intéressant, je pense, dans ce podcast aussi, c'est de comprendre les gens qui ont subi et qui sont rentrés dans un cercle et d'une machine de production avec la télé, etc., et qui sont devenus des produits malgré eux, ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs, et des créateurs qui sont nés sur les réseaux sociaux et qui se sont créés une communauté sur les réseaux sociaux et pas dans des médias traditionnels et qui n'ont pas été poussés par simplement une émission déjà ultra connue. Donc on va en parler juste après, mais c'est comme ça, en gros, il faut le comprendre, et peut-être que là, on peut juste aborder la différence, ou en tout cas, c'est quoi votre avis entre un créateur et justement un influenceur, une personne qui est née sur les réseaux ou une personne qui les subit, en fait. On en vient à la question ? Je pense qu'il faut... Aucune, j'en ai rien à foutre. Moi, je pense que quand tu nais dans l'espace médiatique traditionnel et que tu vas vers les réseaux sociaux, déjà, t'es un peu mal né. Alors, ça arrive, ça arrive d'être mal né et de quand même y arriver. Mais le lieu de naissance de ta compétence, de ta notoriété, en dit long sur la communauté que tu agrèges. Quand tu fais les Marseillais, je connais pas, j'ai jamais vu, mais j'ai vu des extraits comme tout le monde sur TikTok ou ailleurs. Tu te dis le lieu de ma naissance et de ma notoriété, c'est ça. C'est une sorte de tiers-monde cérébral. C'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Tu te dis, ça part quand même pas très très bien, en fait. Quand t'es né sur une plateforme digitale et que tu t'es battu pour avoir des créateurs qui collaborent avec toi, des followers qui t'écoutent, qui te font confiance, une communauté qui ne se délite pas avec le temps, pas te faire troller, etc. T'as appris bien plus de choses, parce que l'objectif n'était pas à tout prix de faire de l'audience, mais de la fidélité. Et que cette fidélité grandisse et fasse une communauté croissante. Alors que dans la télé-réalité,
L'objectif, c'est de faire de l'audience très vite et on se fout de la fidélité de cette audience. On veut juste qu'elle regarde tous les jours. C'est tout. Tant et si bien que la saison d'après, on va faire balle neuve. On va changer les protagonistes. Mais c'est toujours les mêmes ingrédients. De la médiocrité intellectuelle, beaucoup de tchatch et des grandes gueules, et des clashs et des punchlines. J'ai surtout Parce l'impression... que c'est un programme de divertissement. C'est-à-dire que le mec, quand qui rentre chez lui, il faut qu'on lui donne un truc qui est aussi simple à bouffer qu'un apéricube pour son cerveau, en fait. Ouais. Et donc, à un moment, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas grand-chose d'autre que du gras, en fait. C'est souvent des apéricubes. Mais c'est pas du fromage, quoi. Ça n'a rien à voir. Et ce marché aujourd'hui, il est quand même super important, surtout aux États-Unis, parce qu'en France, on regarde ça, on cite 2-3 émissions, mais voilà, aux États-Unis, c'est assez énorme. J'aimerais juste revenir sur cette notion d'influenceur-créateur, parce que moi, c'est un débat qui m'énerve beaucoup. Je pense qu'en fait, on s'en branle, que nous sommes des individus et qu'on n'est pas obligé de se cantonner à un mot. C'est-à-dire que tu n'es pas ton statut social. J'en ai rien à foutre que des gens me considèrent comme un créateur ou alors un influenceur, etc. Je veux surtout pas me différencier des gens qui sont qu'on considère comme étant ou un acteur porno. J'ai pas envie de me différencier des gens qui sont influenceurs juste en disant ah bah non, moi je suis un créateur. Je veux que ce soit évident en fait qu'on fait pas le même métier. Mais j'ai pas besoin de mettre un mot là-dessus. Mais le problème, c'est que je peux pas passer ma vie à me vendre super cher à des marques en disant que j'ai de l'influence et c'est pour ça qu'ils m'achètent, et en même temps dire publiquement ah bah non, moi je suis pas un influenceur, je suis un créateur. Moi je dirais pas que t'as de l'influence, je dirais que t'as de la valeur. Oui, c'est bien la différence. Mais peut-être, sauf que les marques n'achètent pas mon contenu. C'est même pas certain qu'elles le regardent. Les marques achètent mon influence. Donc techniquement, mon travail, c'est influenceur. Elles achètent la valeur de l'association de leur marque avec ton image. Ouais, mon influence, c'est un package. Et la conséquence de cela, c'est que ça fabrique une influence parce que tu agrèges une communauté qui te reconnaît de l'intérêt et de l'analyse. D'accord. Mais je suis Léo Duff, en fait. Et c'est mon travail qui ça, définit. On est d'accord. Qui définit auprès des gens si est-ce que je fais du bon contenu ou pas. C'est pas ah non, moi je suis un créateur, je suis pas un influenceur. Hein. Mais on est d'accord. Ce débat, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Il est nul. Ça fait 10 ans qu'on l'a. Il est nul. Et il faut juste aider la grande majorité à comprendre la différence. Et on stigmatise ces mots-là où on essaye de les différencier pour aider le grand public à faire la différence entre les deux. J'ai pas rajouté le mot talent encore. Attends, parce que le grand public, au bout d'un moment, je pense que s'il est pas trop con, il verra la différence entre un mec qui parle d'histoire sur YouTube et quelqu'un qui monte son cul sur M6 quand même. Ah oui, c'est notable. T'as pas besoin de lui dire, alors tu vois, à gauche il y a un créateur et à droite un influenceur. Je vais te montrer d'autres exemples. Tu vas devoir mettre le rond dans le rond. Au bout d'un moment, ça va. En fait, ce qui me fait de la peine dans ce cercle-là de la télé, de la télé-réalité et autres, c'est que j'en veux même pas aux acteurs, aux gens qui sont utilisés par les boîtes de production, par la télé, etc. Parce que c'est des gens, et on va le voir après, moi ils me font de la peine, ils ont été repérés dans des boîtes de nuit, parce qu'ils comme tu l'as dit, ils faisaient le show, etc. Ou juste ils ont une bonne gueule et qu'ils ont une espèce de caractère qui leur donne un peu de répartie, ou beaucoup de bêtises, ou je sais pas quoi. En fait, faut se mettre dans la peau d'un producteur de télé. Un producteur de télé, il se dit je vais mettre du fric pour produire un contenu. Donc je vais payer des équipes, des caméramans, des lieux, des déplacements, etc. Donc je vais fabriquer un contenu. Et ce contenu, il faut que je le vende à une chaîne, à un diffuseur. Et la seule façon que j'ai de le vendre à un diffuseur, c'est de lui garantir qu'il va faire de l'audience. Et la meilleure façon de lui garantir qu'il va faire de l'audience, c'est que dans le contenu, il va y avoir des dingueries. Donc mon casting est une espèce de fabrication de dingueries à grande échelle. Oui. C'est même souvent des acteurs. Donc voilà, quand t'as compris que ça fonctionne comme ça, tout est dit en fait. Moi j'en ai rien à foutre. je vais passer le podcast à dire ça, mais j'en ai vraiment rien à foutre. Ils ont fait un choix de vie qui est le leur, je vais pas le juger. Je pense que ce sont des gens qui sont condamnés à être tristes, parce que quand tu ne te reposes que sur ta popularité, c'est mauvais signe, parce qu'il y a un jour où forcément elle va tomber, parce qu'il y aura une nouvelle télé-réalité, parce que tu seras plus bankable, parce que tu auras atteint 30 ans et que c'est beaucoup trop vieux pour ce genre de télé-réalité. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ils vont plus que faire des boîtes de campagne qui peuvent se permettre de les acheter, et je pense qu'ils seront tristes. Au-delà d'être tristes, je pense qu'ils sont condamnés à être miséreux. Ouais. Parce que c'est un état de misère intellectuelle totale. Ah bah oui. Et ils recherchent dans leur notoriété une façon de combler leur solitude et leur désert intellectuel. Parce que quand t'as rien dans le cerveau, tu supportes pas d'être tout seul. Ouais. Et donc t'as besoin de compagnie pour essayer de
de ne jamais te faire face. Et l'autre raison pour laquelle j'en ai Parce rien que à ça serait foutre, trop douloureux de se faire face. oui, On en parlera peut-être dans un podcast parce que Manuel avait parlé une fois dans un déjeuner de la notoriété comparée aux connaissances. Ça sera peut-être l'objet d'un t'as parlé sujet de ça, podcast. il t'invente souvent des propos. Hein. Il pense à des trucs et il aime bien dire c'est Manuel. L'autre raison pour laquelle j'en ai rien à foutre, c'est que j'en veux pas à ces gens. Ah mais moi j'en veux pas non plus, je suis d'accord avec toi. Je leur en veux pas de faire ça. J'en veux aux gens qui les financent. Et ce que j'entends par gens qui les financent, c'est pas les boîtes de prod, c'est pas les chaînes, etc. Parce que elles, tu me disais, c'est le pouvoir du capitalisme. Elles veulent juste faire de l'argent, faire de l'audience. Et ben j'en veux à leur audience justement, parce que je pense que quand tu es un humain à peu près bien constitué, tu peux te rendre compte qu'on te vend de la merde. Alors à la limite, regarder une télé-réalité, ça me dérange pas, tu fais ce que tu veux. Même si je pense que c'est pas hyper bon pour toi et que tu devrais en manger un peu moins peut-être. Le problème, c'est qu'il y a des gens, j'ai vu il y a pas longtemps, qui ont acheté des voyages complets sur Snapchat Ah, c'était et exceptionnel. qui se sont étonnés à l'arrivée de devoir payer une deuxième fois. Mais t'es pas sur Air France, pauvre connard. T'es sur Bah, Snapchat. En fait, au bout d'un moment, peut-être que tu mérites ce qui t'arrive. Je suis d'accord avec ce que tu dis Léo et on va pousser le truc un tout petit peu plus loin. On comprend tous que l'acte de consommation dit des choses de toi. On comprend tous que quand tu achètes de la fast fashion qui est fabriquée par des Ouïghours ou au Bangladesh, qui utilisent des produits polluants, etc., que c'est pas bon pour la planète. Je te dis pas qu'il faut jamais aller dans la fast fashion, mais déjà avoir le début de cette conscience et essayer autant que tu le peux, moyennant tes moyens, de favoriser telle branche plutôt que telle branche, bah c'est mieux. Et si tu en as les moyens, ben oui, achète plutôt un produit plus local, plus artisanal, etc. Hermès, etc. Goyard. Bah, le luxe. Je rigole exprès. Tu cites mes marques préférées. Je sais, je fais exprès. Mais c'est vrai. Mais oui, bah, le luxe c'est Mais d'ailleurs, moi j'ai plus du mal à local, comprendre. plus artisanal, plus ceci, plus cela. Je finis. Vas-y. Ok. Après, il y a des questions de moyens. Très bien. Mais ce raisonnement, tu peux le faire également sur les contenus que tu fabriques. Ouais. C'est-à-dire que là où je suis d'accord avec toi, c'est que quand tu regardes ce contenu, tu soutiens la grande industrie de la bêtise internationale. Si ces programmes ne faisaient pas d'audience, ils ne seraient pas diffusés. Ouais. Donc les premiers fautifs, c'est nous tous. C'est ceux qui regardent versus ceux qui ne regardent pas. Donc il faut arrêter d'en vouloir aux boîtes de prod, aux chaînes de télé, etc. Elles essayent juste de fourguer leur cam et c'est leur boulot, c'est leur travail de faire ça. Donc elles essayent, c'est normal. Si l'audience n'était pas là, elles arrêteraient. Après, il faut condamner tous ces influenceurs qui vendent de la merde en permanence. Ça, c'est une certitude, mais ça, c'est le travail de la loi. En revanche, il y a un truc qui est beaucoup plus simple, c'est d'arrêter de regarder, d'arrêter de consommer ces merdes et surtout d'acheter, quoi. C'est fou de se payer un voyage à Hawaï sur Snapchat. Au bout d'un moment, je veux pas trop accuser la victime, mais en même temps, réfléchis un peu, frérot. Je suis d'accord. Écoutez, j'ai une autre dinguerie pour Manuel, mais ça, c'est une spéciale dédicace. À Dubaï, le paradis est aussi fiscal. T'as un business qui marche, t'es content de travailler parce que tout ce que tu fais, ça vient pour toi et tu donnes rien aux autres et ça te motive encore plus. Parce que le matin, t'as la hargne, quoi. Zéro impôt. Zéro impôt, c'est... voilà. Ça joue aussi au fait qu'on est venu ici, bien sûr. Ah oui, ça et l'eau bleue. Ça joue aussi, hein, on remarque. Oui, aussi. Donc déjà dans le phrasé, on a un... Ça et la beauté du paysage, t'as vu? Dubaï, c'est vachement beau, hein. Ceci dit, Romain, je la ramènerai pas trop parce que c'est assez proche de Monaco. C'est vrai, Comme c'est système. vrai. Mais moi, je me suis pas. Mais tu peux moins facilement t'y Mais toi, exiler. t'es né là-bas. donc, Voilà, c'est pas de ta t'y es faute. pour rien. On je peut n'ai pas pas t'en vouloir. appris dans un pays pendant 20 ans et ensuite exécuté ma réussite Mais ailleurs. non, mais là, on est Voilà. on est dans le sweet spot de tout ce que je déteste. La réflexion est exceptionnelle, hein. C'est trop bien, tu donnes rien aux autres. Les autres ont donné pour toi, et toi, c'est trop bien, tu donnes rien aux autres. Oui, mais malheureusement, c'est parce que... Enfin bon, après, on va rentrer dans des débats politiques, mais c'est parce que la République, de mon point de vue, a abandonné des sujets, parce qu'elle a été bien pensante, parce qu'elle a été permissive, parce qu'elle a permis à des tonnes de gens de se dire qu'ils étaient des victimes en étant trop compatissants avec eux et pas assez exigeants avec eux, qu'on fabrique des générations d'égoïstes à grande échelle. Et parce que ces gens ont tellement eu un sentiment d'abandon, ont tellement eu un sentiment de non-inclusivité, etc., qu'au final, ils se disent, bah maintenant, puisque je peux pas compter sur la promesse républicaine, eh ben, je vais compter que pour ma gueule.
Anecdote sur ce couple, parce que j'avais vu cet extrait, ça fait 2 ans qu'ils sont influenceurs. Mm. Ils ont pas mis plus de 2 ans à déménager à Dubaï. Je trouve ça exceptionnel. Bon, ceci dit, si tu as envie de vivre sur un tas de sable qui est écologiquement irresponsable et qui est une espèce de Las Vegas du Middle East... Avec des humains dans le béton en plus, un peu plus. Alors, c'est pas trop là-bas, c'est un peu ailleurs. Mais, Ah oui mais Je pensais que c'était Voilà. répandu dans les tours là-bas. eh ben, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi contester le fait que tu sois à Dubaï et la politique locale. On pourrait. en fait. Mais après, c'est un choix. Et nous sommes nos choix. Bon, j'avais envie de comprendre comment est-ce que tous ces gens sont arrivés là. Il y en a qui vivent à Dubaï, il y en a qui sont toujours en France, En avion, je partout. Ben non, mais tu vas voir. Donc là, c'est juste pour comprendre le flywheel effect, le fameux flywheel effect de Walt Disney. J'en avais parlé dans le live Twitch, c'est assez incroyable. Donc les gens commencent par regarder ton contenu. Ils Ouais. adhèrent aux personnages, ils ont envie de se ressentir un peu dans les personnages et de les suivre plus longtemps, donc ils vont suivre leurs réseaux sociaux. Ouais. Ensuite, ils aiment tellement ces personnages qu'ils ont envie d'avoir un petit morceau de ces personnages, donc ils commandent des produits recommandés par ces personnages-là. Mm. Ils reçoivent les produits chez eux, d'autres les voient, leur demandent comment est-ce qu'ils ont connu ces produits-là, et ainsi de suite. Et donc, tu as le flywheel effect qui fait que toute la boucle est bouclée. Et pour ça, il y a de grosses boîtes de production qui ne font que leur métier. Et je suis complètement d'accord avec Manuel, mais c'est juste, j'ai retenu ce passage-là pour comprendre comment est-ce qu'une personne... Après, elles font quand même un métier de merde, hein, juste qu'on précise. c'est pas Disney. Il y a métier et métier. Hein. Voilà. Les émissions de télé-réalité font naître de nouvelles stars qui sont ensuite mises en valeur dans les autres programmes du groupe et exploitées par la filiale Shona Events pour promouvoir des produits. Donc là, on comprenait qu'il y avait une grosse boîte de production qui s'appelle Banijay, qui est très connue, qui a racheté récemment, il y a quelques années maintenant, Shona Events, qui est une agence d'influenceurs de la télé-réalité. Et on comprend donc le flywheel effect entre on vend une belle production à W9, il la publie, ça fonctionne, on crée des nouvelles stars qui sont issues de rien, et Shona Evans, donc le même groupe, exploite ces stars-là pour continuer de les presser tels des citrons jusqu'au dernier centime, jusqu'à ce qu'elles soient complètement... Avec consentement quand même. Hein. complètement, ils signent, ils sont super contents. Attends, ce qu'il faut reconnaître, c'est que une pour toutes ces opportunité émissions... de fou pour eux. ils ont boulot de merde, ils prennent des milliers d'euros pour aller à la plage s'engueuler. Hein. C'est à peu près ça quand même. Hein. Non ? C'est un peu trop bien résumé ? Non, c'est ça. Moi, je fais pas trop la différence entre les personnalités de la télé-réalité et des comédiens en fait. Pour moi, ce sont des comédiens. C'est intéressant ça. Pour moi, ça devrait être une... Ils ont été choisis parce qu'ils sont bons comédiens en fait. Alors, je pense pas qu'ils soient bons comédiens. Je pense qu'il suffit de regarder un épisode pour se rendre compte qu'ils sont pas bons comédiens. Ils vont pas gagner un Molière demain. Hein. Simplement, je crois que quand tu sais pas parce que tu mets 20 personnes dans une même maison pendant 2 mois qu'ils ont envie de se buter tous les jours. Je pense que ça c'est impossible. Et d'ailleurs, il suffit de voir, il y avait un influenceur, je crois qu'il s'appelle, je crois que c'était Bastos, qui est aussi beaucoup sur YouTube et qui avait fait un vlog chez les Marseillais, un truc comme ça. Et en fait, tu te rends compte dans le vlog qu'il y a une super ambiance et que personne s'engueule et que personne se prend la tête. Et tu dis, c'est fou, quand c'est pas monté et quand c'est pas produit par la chaîne, tout a l'air de bien se passer. Donc moi, je suis absolument convaincu que on leur dit simplement quoi faire. C'est marrant, il doit y avoir 3 caméras, parce que t'en vois jamais une, mais elles sont toujours au bon endroit, elles prennent toujours la bonne engueulade, etc. Donc il faut avoir conscience quand même que ce que vous regardez, c'est du catch. C'est une bonne image ça. J'ai retenu un passage où il montre comment est-ce que ces influenceurs travaillent. Et donc le moment où ils sont rémunérés par une marque et doivent créer un contenu avec une marque. Venue de Paris, Julia est coach en placement de produits. Elle est envoyée par l'agence qui gère la carrière de Mila. L'influenceuse doit faire la pub d'un substitut de repas pour maigrir. La marque a envoyé des instructions à respecter avec un texte à lire. Donc... Attends, t'as pas le texte ? Non, j'ai pas... c'est dommage, c'est exceptionnel. Non, déjà, c'est une marque qui écrit pour... Attends, c'est exceptionnel parce qu'elle a un script à lire et elle ne sait pas lire. Donc, à un moment dans le script, il y a écrit « elle en contient » et elle a dit « elle conscient ». C'est exceptionnel, je te jure, c'est exceptionnel. Attends, mais elle a été coachée pour faire ça ? C'est ça le problème, c'est que... Pourquoi on n'a pas des coachs, nous, de placement de produits ? Donc... parce que tu sais lire. Ah merde, putain, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Donc t'as une boîte de prod qui repère des jeunes qu'ils n'ont pas connus, qui les rend connus. T'as une agence qui arrive, qui représente ces gens qui n'étaient pas connus pour les rendre connus, qui les vend à des marques.
Et vu que de toute façon, ils sont nuls et qu'ils n'étaient pas censés être connus parce qu'ils n'ont pas de talent particulier, donc tu as des agents qui viennent les voir jusqu'à Dubaï. C'est ça qui m'a étonné, c'est que tu te dis, putain, l'agence, t'as les moyens quand même, tu vas envoyer un agent jusqu'à Dubaï, chez elle. À mon avis, de toute façon, ils ont tous à Dubaï, donc Oui, t'as qu'à prendre un agent à Dubaï. Hein. Mais tu te dis, en fait, il n'y a aucun métier derrière, quoi. Tu n'achètes... En fait, je sais pas, moi j'ai l'impression, Manuel, de revenir dans les années 2005, quand les bannières de pub Google et tout ça commençaient tout juste à naître. C'était quoi ? C'était un peu plus tôt ? Les bannières... j'ai vraiment l'impression qu'on utilise en fait ces gens-là comme de la pub que tu copies-colles, peu importe avec qui tu travailles. Je crois que les personnes qu'on fabrique de toutes pièces pour faire de l'audience, ça a toujours existé, ça existera toujours. Je suis navré de constater que ça a quand même vachement baissé en niveau. Maintenant, ça me pose... ce paramètre-là me pose pas tellement problème. Voilà, c'est tout. Eh ben très bien. Bah, écoutez, on enchaîne avec cet audio. Avant, par exemple, ces influenceurs de la télé, c'était les seuls à faire ça. Donc ils ont lancé, pour le coup, une tendance. Et maintenant, en fait, il y a beaucoup plus d'influenceurs sur les réseaux sociaux et qui vont proposer de la qualité, qui justement vont faire des choses qui sont en rapport avec de la communication. Donc en fait, il faut tout le temps changer. C'est tout le temps faire des veilles sur les réseaux. C'est la coach. Alors, c'est flou, hein. J'ai rien compris à propos. En fait, ce qui m'énerve déjà, c'est que je me dis, il y a une coach, mais qui n'est pas... En même temps, qu'est-ce que tu veux coacher ces gens ? Il suffit qu'ils portent le produit et ils le foutent sur Snapchat et c'est fini. En fait, on est vraiment trop bas. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à aller plus bas que ça. Mais t'as surtout pas besoin d'aller plus haut. Leur audience, ce sont des gamins qui sont pas gérés par leurs parents. Qu'est-ce que tu veux coacher un meuble ? Tu vois ce que je veux dire ? Ces gens, c'est du mobilier, en fait. C'est vrai. C'est bien d'avoir des temps de pause comme ça de Manuel. Non, pour mais avoir c'est vrai. ce genre de... C'est Oui, vrai. c'est vrai. Tu les poses là. Et... C'est du mobilier et t'as pas trop suivi la notice. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, il y a des pièces à l'envers. À la fin, il te reste des vis. Merde, ça devait aller quelque part, ça, je pense. Oui, mais c'est exactement ça, en fait. On les mettra sur un autre. C'est pathétique, c'est pour ça que je dis pas grand-chose, parce que j'ai rien à dire, je suis consterné, en fait. Écoute, en tout cas, il y en a une qui l'était un peu moins, ou qui en tout cas a trouvé le filon. On n'en a pas encore parlé, on n'a pas encore prononcé son nom. Et on le dira pas d'ailleurs, parce que c'est Magali Berda. Voilà, une petite présentation pour connaître cette personne qui a soi-disant créé l'influence. Elle a inventé l'influence. Oui, c'est ces mots. La plus courtisée de France et la plus connue, Magali Berda. Elle est considérée comme la patronne des influenceurs. C'était une ancienne employée qui m'avait présenté des candidats de télé-réalité parce qu'ils restaient là et ils zigzaguaient un petit peu comme moi, je zigzaguais. Moi, j'étais en faillite, mais vous savez, quand vous êtes en faillite, vous êtes tellement au fond du trou. Mais j'y croyais, j'attendais. Et moi, j'ai analysé ce qu'ils faisaient. Yannick m'a dit, mais des fois, on fait des promos pour des pulls et on nous offre les pulls. J'ai dit, mais t'as besoin de pulls ? Bah non. Bah alors pourquoi tu veux des pulls ? Bah parce qu'ils me les donnent et en échange... Mais non, mais il faut leur demander de l'argent parce que ces gens-là, quand tu leur fais de la promo, ils gagnent de l'argent grâce à toi. Et en fait, je suis partie les accompagner, négocier. Et petit à petit, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils valaient quelque chose. Aïe. Alors, simple, hein. On peut quand même noter toute la passion et l'intelligence qui résonnent dans ces mots. J'étais là, ils étaient là. Et on zigzaguait et j'ai dit, tu veux des pulls ? Elle le dit elle-même, hein, je sais pas vraiment qui est au fond du trou. Hein. Ouais. Mais elle en a fait son fonds de commerce. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise là-dessus ? Il n'y a rien. C'est affligeant. À dire. Mais t'as besoin de pulls ? J'ai quand même chopé un exemple qui a été magnifique quand il y a eu l'essor des crypto-monnaies avec Nabila, et ça peut juste vous donner une idée de ces gens qui sont utilisés par ces agences-là, qui n'y connaissent rien et qui doivent de toute façon accepter ces briefs parce qu'à un moment donné, quand tu quittes ton taf, etc., et que tu es bien installé et que tu connais une toute autre échelle, tu te dis que tu peux pas sortir de ce cercle-là. Mais là, Nabila avait fait fort et elle a eu, pour ça, pour ce que vous allez entendre, 20 000 euros d'amende. Alors c'est beaucoup moins que ce qu'elle a été sûrement payée. Mais ça commence en tout cas à rentrer dans la réglementation. C'est ce qui fait un petit peu plaisir. Tu te dis à un moment donné, tu peux pas faire de la merde tout le temps jusqu'au bout, ça se remarque vite. Même si t'es à Dubaï. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Bitcoin, cette sorte de nouvelle monnaie. Si vous y connaissez rien, ça vous permet de gagner de l'argent sans investir beaucoup. Vous investissez des petites sommes. Donc c'est vraiment sûr, c'est vraiment cool. Et si ça vous intéresse, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés.
Pour avoir affirmé que le placement était sans risque, Nabila a été condamnée à 20 000 € d'amende. Alors c'est pas beaucoup, mais je pense que c'est quand même un bon exemple et c'est quand même un beau message à envoyer, que de rappeler que quand tu fais un partenariat, tu dois absolument le notifier, le dire à ta communauté, surtout quand le contenu du partenariat c'est si vous voulez faire de l'argent en investissant peu, le Bitcoin, allez-y les yeux fermés. C'est surtout que au fur et à mesure, c'est super compliqué pour tous les organismes qui s'occupent de gérer ces fraudes, etc. et tous ces contenus malhonnêtes, parce qu'ils expliquaient dans le reportage qu'ils durent 24 heures. Et en 24 heures, enregistrer un contenu, voir qui est-ce qui l'a touché réellement, etc. C'est ça qui est super compliqué. Et en plus de ça, le problème avec ces plateformes, c'est que quand tu fais un partenariat en Snap ou en Story, tu peux répondre par message, mais tu peux pas mettre de commentaires. Ouais. Donc tu peux pas avoir une information sous le post qui te dit attention c'est une arnaque, attention c'est pas bien, etc. Du coup quelqu'un qui n'y connaît rien va regarder ça, va voir aucun commentaire en dessous, il faut qu'il aille à minima chercher si c'est une désinformation ou quoi, mais il aura probablement pas le réflexe. Si c'était un post Insta déjà, tu pourrais avoir des gens qui disent attention en fait il dit n'importe quoi parce que tac avec des sources. Sur des stories, c'est impossible. Sur YouTube aussi, ça a été puni beaucoup plus vite parce que YouTube, il y a eu beaucoup de placements qui ont été dissimulés sur de très très grosses chaînes, etc., avec des fortes audiences. Donc ça se voyait beaucoup plus. Bon, après, on arrive au clou du spectacle, évidemment. T'en as parlé au début, le dropshipping. Moi, il y a une dame qui me fait beaucoup trop de peine dans ce reportage. Attends, je prends le pouls de Manuel. Ouais, Manuel, il est déjà sur son téléphone, ça lui fatigue. On est à 0, je pense qu'il va bien. Ouais. Mais là, j'essaye de... Il est en décès cérébral, Manuel. C'est terrible. C'est bientôt Noël et que tout le monde est fan de ce genre de montre connectée qui coûte en général 200, 300, 400 €. Ça coûte une vraie fortune. Je vous conseille de commander la Full Watch parce qu'on a réussi à obtenir une réduction incroyable. Je vous donne grâce à mon code promo Magali20, d'accord, 20% supplémentaire. Ce qui fait que vous pouvez commander votre montre Full Watch à 39,99 €. Ah ouais. C'est cadeau pour une montre connectée et surtout avec toutes les fonctionnalités qu'elle a, c'est juste énorme. Alors on a l'impression de faire une superbe affaire et on a vu que sur certains sites, on pouvait la trouver à 33 € ou même 13,50 €. Et le pire, c'est que c'est pas juste une influenceuse, c'est Magali Berda, c'est la personne qui conseille les autres influenceurs. Tu te dis... Là, on est vraiment dans le dropshipping. Effectivement, c'est probablement une montre de merde qui est vendue 10-15 € sur AliExpress. Mais il suffit que tu fasses un site qui a plutôt une belle gueule. Tu fais un site qui va te coûter 50 balles. Tu affiches un prix barré qui est complètement faux en disant d'habitude ça coûte 300 balles et là ça coûte que 110. T'as l'impression de faire une affaire, effectivement. En fait, ce qui m'a intéressé pendant le reportage, c'est d'essayer de... Je l'ai regardé 3 fois, les gars. Et voilà. Déjà, bravo. Voilà, merci. La vache. Et j'ai essayé vraiment... Mais en même temps, tout s'explique. C'est gentil. De regarder, je me suis dit ok, s'il devait y avoir un problème, non mais c'est intéressant parce que en fait ce qui était intéressant c'est que donc Magali elle est partie d'un problème, ok, ces influenceurs sont pas représentés du tout, ils sont là, ils subissent de la notoriété par la télé et ils ne la transforment pas en cash flow parce que ils savent pas se vendre, ils acceptent les pulls gratuits. Jusqu'à là tu te dis ok, tu pars d'un problème, tu crées une solution, ça s'appelle être entrepreneur, tu crées une boîte, en gros. Mais le vrai problème en regardant ce reportage 3 fois, c'est qu'en fait, pourquoi toutes ces erreurs arrivent, c'est même pas à cause de l'agence, même pas à cause de l'influenceur, parce que t'as envie de te dire, bon, même si l'influenceur, il y connaît rien au produit et qu'il a quand même envie de faire la promo. Le problème, c'est qu'au milieu de tout ça, il n'y a qu'un seul interlocuteur. Et c'est ce qui m'a choqué, c'est que quand j'ai regardé du coup plusieurs fois le reportage, je me suis dit, mais attends, comparé à Influx, où tu as du coup le créateur, son agent, la marque, des gens qui s'occupent du delivery, donc quand tu signes une collaboration, etc., tu as des êtres humains qui se chargent de parler avec la marque et le créateur pour délivrer, et au milieu de tout ça, tu as même une équipe de brand partenaires avec des gens qui travaillent les collaborations et tout ça, donc en fait, tu as pratiquement 3 à 4 interlocuteurs avant qu'une OP soit acceptée. Et là, dans le format de Magali, tu n'as qu'une seule personne, juste pour finir, c'est... Tu l'appelles Magali, toi? Oui, c'est ça. Mag, c'est Mag, voilà. En fait, c'est l'agent fait tout. Mais dans son agence, l'agent fait tout. Il accompagne le créateur, il accepte les collabs. Une équipe là-dessus. Mais ça brasse de la thune, hein, mec. Mais c'est pas une question de thune. Mais non, mais tu dis, du coup, t'as de l'argent pour faire les choses bien. Mais pourquoi faire les choses bien? Mais c'est ça qui me rend fou. Qu'est-ce que tu veux faire les choses bien? Tu dis, regardez les gars, j'ai des nouvelles chaussettes, les gens achètent. Pourquoi tu veux faire des choses bien?
T'es sur Snapchat. Tu veux faire quoi de bien? T'as pas besoin d'équipe pour que le mec il dise avec mon code Louis 20, vous avez la montre à 39 €. T'as pas besoin d'une équipe pour faire ça. Mais du coup, C'est ça simplement- permettrait de c'est les simple. refuser. Mais Moi, je non, vous préviens, mais je ils en ont rien à foutre. suis passé en mode autoprotection, je n'écoute plus ce podcast en fait. Mais pourquoi tu veux qu'ils refusent? Ils refuseront jamais du cash, ces gens. Donc, Et on ça peut va- rien faire. Et ça va. Bah si, on peut arrêter de les regarder. Eux, ils en ont rien à foutre de ce qu'ils font. Ce qui les intéresse, c'est les chiffres, c'est la popularité et c'est l'argent qui brasse. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est arrêter de regarder ces merdes. Et ben, je pense qu'on peut finir le podcast là-dessus. Oui, arrêter de regarder ces merdes. Merde, même si je suis pas sûr que notre audience soit la même que celle des Marseillais. Mais je sais pas. En tout cas, si je peux passer un message, c'est quand vous aurez des enfants, surtout les laissez pas devant ça. Vraiment. Parce qu'ils vont devenir complètement cons. Et devant ce reportage, ils diront putain, ça c'est un objectif de vie. Si je peux passer un message, n'ayez pas d'enfants. Ok, bon, ça c'est un autre. C'est pas forcément un objectif c'est de un vie. autre conseil. Merci les gars. La bise. Et